Confiné entre les murs d'une prison d'Afrique du Sud, un jeune avocat indien ne trouve aucune raison de se plaindre. Certains disent que cette prison est un palais. D'autres la considèrent comme un jardin magnifique. D'autres encore prétendent qu'il faut en franchir les grilles pour passer de l'esclavage à la liberté. Nous sommes en 1907. Le jeune avocat s'appelle Mohandas Gandhi. Pendant 8 ans, Gandhi a mené ses compatriotes indiens dans un combat non violent contre l'oppression raciale. Ils ont cheminé en sol interdit. Ils ont brûlé leurs papiers d'identité. Ils ont espéré être arrêtés. Ils n'ont pas été déçus. Gandhi a dit « Le refus pacifique de coopérer avec l'injustice est le moyen de la combattre ». Il a baptisé son arme favorite « Satyagraha », ce qui veut dire « s'en tenir à la vérité ». Chaque décennie, sur chaque continent, des opprimés ont épousé la stratégie de Gandhi pour lutter pour leurs droits et leurs libertés. La non-violence signifie résister, mais résister avec d'autres armes. Le pouvoir dont s'est doté Gandhi a bouleversé le XXe siècle. L'Inde, joyau incontesté du plus grand empire colonial au monde. Pendant plus d'un siècle, les Britanniques y ont régné en maîtres. Mais en 1930, le vice-roi, Lord Irwin, prévoit la révolte. Une confrontation dans laquelle la force militaire britannique n'aura que peu de pouvoir. L'adversaire d'Irwin est Mohandas Gandhi, un homme dont le nom à lui seul est synonyme de non-violence. Depuis son retour d'Afrique du Sud, Gandhi est devenu une figure dominante de la vie politique de son pays. Il a compris que le contrôle de l'Inde dépendait de la complicité indienne et non pas de l'oppression anglaise. Il disait, que peut une armée de 100 000 hommes contre 350 millions d'Indiens? Une petite centaine de milliers de Britanniques. Gandhi disait, nous devons arrêter de faire tout ce que les Anglais nous demandent. Toute la nation doit s'immobiliser, une résistance passive à une échelle massive. De nombreux Indiens accueillent favorablement la proposition. Gandhi doit trouver un moyen de concentrer leurs efforts afin d'en tirer le maximum. Gandhi se retire dans ses quartiers de la rivière Sabarmati, sur la côte ouest de l'Inde. Dans l'ashram, la communauté spirituelle où il vit, il médite, cherchant une stratégie pacifique pour accéder à la liberté. Pendant plusieurs semaines, il s'isole dans son bureau austère, ne révélant rien du fruit de sa réflexion. Naran Desai a séjourné dans l'ashram de Gandhi durant ces semaines cruciales. Certains ont dit « c'est un homme très intelligent. Il ne veut pas que le gouvernement britannique sache quelle stratégie il a l'intention d'adopter. Il dit toujours « non, j'attends, c'est tout. J'attends l'appel et je sais que j'entendrai la voix intérieure. » En février,
il prend une décision. Il commencera par s'opposer à l'impôt britannique et au monopole du sel. Le 2 mars, il écrit au vice-roi, Lord Irwin, et lui explique l'injustice des lois sur le sel. Il annonce qu'il va se rendre à la plage pour fabriquer du sel illégalement. Il invitera tous les Indiens à faire comme lui. Il implore Irwin d'accepter de négocier. Quelques jours plus tard, il reçoit une note du secrétaire du vice-roi exprimant les regrets de ce dernier à l'égard de son plan d'action. Gandhi envoie des équipes de reconnaissance pour choisir la plage où commencera la désobéissance civile. Dans ses discours et dans certains articles, il s'en prend aux taxes imposées sur le sel, soulignant l'injustice dont les pauvres en particulier sont victimes. Il sait que le sel deviendra un puissant symbole. Tous les êtres humains ont besoin de sel. Sans lui, vous et moi ne pouvons pas exister. Il a voulu toucher une corde sensible au cœur de chaque Indien. Il a clairement indiqué « c'est une chose essentielle pour chacun de nous. Pourquoi faut-il qu'elle soit taxée ?» Pressentant l'impact provoqué dans l'arène politique, Gandhi imagine un trajet entre son ashram et la mer. Accompagné de volontaires, il franchira environ 400 km. En parcourant la route pendant presque un mois, il croit pouvoir façonner un climat instable et attirer ainsi l'attention du plus grand nombre. Il pense être arrêté avant d'atteindre la côte. Aux premières lueurs du jour, le 12 mars, l'épopée commence. À 60 ans, Gandhi est le plus âgé des 78 manifestants. Ils sont des milliers à se joindre au cortège, dont des observateurs de la police, mais le gouvernement ne fait aucune tentative d'ingérence. Ils ont craint que sa popularité ne déclenche une violente confrontation. Ainsi, ils ont pesé les avantages et les inconvénients d'une arrestation. En outre, ils ont sous-estimé le mouvement Sel Satyagraha. Ils ont pensé que si cette action tournait court, Gandhi perdrait la face. S'il continue à manifester calmement et s'il n'enfreint pas la loi, nous ne pouvons pas l'arrêter. Pour quelle raison l'arrêterions-nous? Gandhi veut être arrêté, mais pas trop tôt. Plus il manifeste, plus il étend sa publicité. Ses messages sont destinés tant à son public immédiat qu'à celui du monde extérieur, représenté par des douzaines de journalistes qui se sont joints au défilé. Dans ses discours, il insiste. Nous ne devons pas détester les Anglais. Ils ne nous ont pas volé l'Inde, nous la leur avons donnée. J'ai connu Gandhiji quand j'étais écolier. C'était quelqu'un qu'on admirait, qu'on respectait. C'était une personne bénie. D'abord, il s'habillait comme un saint. Et ce qu'il disait résonnait comme des choses très saintes. Par contre, en grandissant, j'ai commencé à le voir comme un observateur très perspicace de l'histoire de l'humanité. C'était un homme qui comprenait tout de la psychologie humaine. Il a saisi le jeu des Britanniques et il savait comment jouer sur les sentiments. Bien que la couronne n'hésite jamais à employer la force, les administrateurs britanniques se vantent d'exercer leur autorité dans la plus grande transparence et de collaborer avec les fonctionnaires indiens. Gandhi a l'intention de retirer le consentement indien à l'autorité étrangère. La marche du sel crée un dilemme. Si on l'arrête, toute l'Inde se lèvera pour protester. Si on lui permet ouvertement de défier la loi, les Britanniques perdront le contrôle, peut-être de façon irréparable. Dans chaque discours, Gandhi explique le pouvoir de la résistance pacifique. Il demande aux dirigeants locaux de quitter leur emploi au gouvernement. Il dit que les Anglais seront incapables de fonctionner si chacun refuse de coopérer.
Il a demandé au chef de village de démissionner. Et je pense qu'environ 140 l'ont fait. Pourquoi le leur a-t-il demandé? C'est un gouvernement étranger qui dirige ce pays pour son propre profit. Pourquoi devriez-vous le servir? Niant les rumeurs sur le déclin de sa santé, Gandhi reste fidèle à son projet. À chaque halte, il demande combien de fonctionnaires locaux ont quitté leur emploi au gouvernement. Combien de villageois apportent le khadi, le vêtement de coton fait à la main qui est devenu le symbole de son mouvement. Gandhi demande aux Indiens de ne pas acheter de tissus importés. Chaque jour, il file le coton pendant 2 heures pour protester contre les millions d'emplois perdus au profit des tissus britanniques importés. Gandhi déclare « Si tous les Indiens filent en même temps, le chant du rouet deviendra celui de la liberté. » Il ne dort que 4 heures par nuit. Il doit persuader des milliers de volontaires d'accepter de se faire arrêter et d'aller en prison, ou bien sa longue marche sera un échec. C'était un homme qui savait obtenir l'écoute de son message. Et dans ce sens, on peut dire qu'il a été le plus grand publiciste, j'ai horreur d'employer ce mot, que l'Inde ait connu. Il a marché bien avant que Martin Luther King ne marche sur Washington. Gandhiji est donc le créateur de cette forme de résistance. Et plus il a marché, plus le peuple s'est passé le mot. Il marche, il va défier la loi. Rejoignons-le. C'est notre chance de montrer aux Britanniques, sans nous battre, que nous savons nous tenir debout et que nous ne sommes pas des esclaves. Et mon Dieu, même moi, qui n'étais qu'un jeune élève à cette époque, je vous le dis, mes cheveux se sont dressés sur ma tête quand je me suis rendu compte qu'il approchait lentement du but. Nous savions tous que du moment où il prendrait cette poignée de sel, on l'arrêterait. Le 24e jour, les manifestants approchent de la mer. Un journal américain exprime son opinion. Tout comme la Grande-Bretagne a perdu l'Amérique par le thé, elle est sur le point de perdre l'Inde par le sel. À la veille de défier la loi, Gandhi retrouve 12 000 partisans sur la plage. « Serrez le sel dans votre poing », suggère-t-il, « et imaginez que ça vaut 60 millions de roupies. Voilà combien le gouvernement nous a pris en monopolisant le sel. » Le 6 avril, à l'aube, Gandhi se penche et ramasse une poignée de boue et de sel. La nouvelle que Gandhi a violé la loi du sel électrise le pays. Des milliers de personnes marchent jusqu'au rivage pour suivre son exemple. Jawaharlal Nehru, futur Premier ministre de l'Inde, décrit l'atmosphère ambiante. On aurait dit que le printemps renaissait. Dans tout le pays, la récolte du sel était à l'ordre du jour. Peu importait que le produit soit bon ou mauvais, l'important était de commettre une infraction contre l'odieuse loi sur le sel. Et nous aurions réussi. Les Anglais n'avaient pas prévu l'énorme succès de Sel Satyagraha. Il y avait beaucoup de sceptiques qui pensaient « Le Sel Satyagraha, quoi? Vous ne pouvez pas déstabiliser le roi en faisant chauffer de l'eau de mer dans une bouilloire. » C'est ce qu'ils croyaient. Mais vous savez, dans une lutte pacifique, c'est l'idéologie du chef qui importe. Qu'est-ce qui va mobiliser les gens? Qu'est-ce qui va leur permettre de croire qu'ils se battent pour une cause? Et qu'est-ce qui va les pousser à employer la non-violence? À mesure que son mouvement envahit le pays,
Gandhi est surpris de ne pas être arrêté. Il visite les villages au bord de la mer et encourage la résistance passive. Il précise que ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, nous défions la loi sur le sel. Demain, nous devrons jeter d'autres lois au panier. Nous pratiquerons une telle non-coopération que finalement, il ne sera plus possible à l'administration de continuer. Lorsqu'on est non-violent, comment peut-on vous combattre? Comment peut-on relever le défi? Au pire, on peut être emprisonné. Et si on l'est de nouveau, on devient plus populaire. Personne ne peut utiliser d'armes contre vous ou employer la violence. Ainsi, cet homme a conçu une technique qui maîtrisait les Anglais. Du gouvernement de New Delhi, Lord Irwin envoie un câble à Londres. L'influence de Gandhi menace d'embarrasser l'administration et il a déjà sapé l'autorité du gouvernement dans quelques secteurs. Gandhi a installé ses quartiers généraux sur la plage. Un mois après avoir ramassé la première poignée de sel, il annonce qu'il va aller plus loin. Ses volontaires et lui saisiront la saline gouvernementale de la ville voisine d'Arasana. Vers minuit, le 4 mai, il écrit à Lord Irwin pour lui proposer 3 moyens d'arrêter l'offensive sur la récolte du sel. Abolissez la taxe, arrêtez les raids du sel ou mettez nos têtes à prix. Il termine la lettre et se retire pour la nuit. Le matin suivant, Gandhi se retrouve derrière les barreaux. Il est ravi. L'arrestation met le feu aux poudres. Dans tout le pays, la vie est suspendue. Lord Irwin élabore une stratégie de persuasion. La police doit employer un minimum de force. Irwin met en place des dispositions d'urgence. Les réunions politiques sont interdites, la presse est censurée, le comité de travail du Congrès national indien est supprimé. Le plan d'Irwin pour éviter la répression échoue. En effet, les nouvelles dispositions fournissent de nouvelles occasions d'enfreindre la loi. Des milliers de personnes sont arrêtées. C'est précisément ce que Gandhi désire. Un groupe de policiers est venu arrêter mon père. Parmi nous, quelques jeunes enfants ont suivi le fourgon de police. Au lieu de dire « Au revoir, papa » ou quelque chose comme ça, je lui disais « Papa, pas moins de 2 ans cette fois-ci », ce qui signifiait « Je veux que tu restes en prison au moins 2 ans ». Vous voyez, nous étions très fiers de voir notre père écoper d'une sentence de 2 ans et non de 3 mois. L'idée de Gandhi a même entraîné les enfants dans la vague. L'offensive de Gandhi à la saline de Dharasana se poursuit sans lui. Sarojini Naidu, poétesse bien connue, mène le siège. Elle guide son armée. Vous ne devez employer la violence sous aucun prétexte. Vous serez battu, mais vous ne devez pas résister. Vous ne devez même pas lever la main pour parer les coups. Après 10 jours d'escarmouches, 2500 manifestants affrontent les gardes. La police attaque les satyagrahis avec des matraques en fer appelées lathis. Un journaliste de la United Press, Webb Miller, est témoin de la scène. Ils tombaient comme des quilles. J'entendais les coups révoltants des matraques qui heurtaient les crânes nus.
Ceux qui étaient frappés gisaient inconscients ou se tordaient de douleur, le crâne fracturé ou les épaules cassées. Le témoignage de Miller est publié dans près de 2000 journaux et lu à haute voix au Sénat américain. Un satyagrahi explique: Notre but était de montrer au monde entier les crocs et les griffes du gouvernement dans toute sa laideur et sa férocité. Nous avons obtenu un succès hors du commun. Au milieu de l'été, la lutte s'accentue. Bien que Gandhi et la plupart des dirigeants nationalistes soient en prison, le gouvernement a perdu le contrôle de villes importantes. Les comptes rendus sur la brutalité policière nuisent à la cause britannique presque autant que la campagne de résistance. Irwin envoie un message au gouverneur de Bombay. Je suis certain que ces charges de Lati sont exactement ce que désirent nos ennemis. Nous devons nous creuser la tête pour trouver une façon de contrer cette stratégie. En juillet, le gouvernement fait état de l'arrestation de près de 17 000 civils. Pour Gandhi, remplir les prisons représente davantage que le sacrifice de soi. C'est une désobéissance massive dont le but est d'éroder sérieusement l'autorité britannique. Si l'autorité aime la puissance, elle aime le pouvoir que lui procure le maintien de l'ordre. À partir du moment où la discipline bat de l'aile, où les lois ne sont pas respectées, à l'instant où l'on n'obéit plus aux ordres du plus puissant, son pouvoir disparaît. Ceux qui ne peuvent pas supporter les privations de la prison peuvent toujours prendre part à la lutte en boycottant ou en manifestant devant les magasins qui vendent des marchandises britanniques. Lorsque les ventes commencent à en souffrir, Lord Irwin impose une ordonnance pour interdire cette forme d'intimidation. Il en résulte un plus grand nombre d'arrestations. Cette mesure est applaudie par les observateurs. Le commerce britannique avec l'Inde chute de 25%. En décembre, 3 magasins de tissus étrangers sur 4 ferment leurs portes. En janvier, le Premier ministre britannique, Ramsay MacDonald, arrive à la conclusion que les négociations sont la seule façon de dénouer la crise. Il ordonne la libération de Gandhi et des autres dirigeants. Le mouvement national poursuit sa lutte tandis qu'on célèbre la libération de Gandhi. Mais le chef sait que ses combattants ont besoin de repos. Le 14 février, il informe Lord Irwin qu'il est prêt à négocier. Il insiste pour que la récolte du sel et les boycotts se poursuivent pendant les pourparlers. Au palais du vice-roi à New Delhi, Gandhi est le premier Indien qui réussit à obtenir une entrevue d'égal à égal avec un dirigeant britannique. Les négociations durent 3 semaines. Irwin refuse de céder du terrain sur les lois du sel et les importations de tissus, concession qui pourrait lui aliéner ses collaborateurs indiens. Gandhi obtient la libération des prisonniers politiques et la levée des sanctions. Il suspend la résistance passive. Les questions constitutionnelles sont remises à plus tard, lors d'éventuels pourparlers à Londres. Il y avait de nombreux mécontents. Ils pensaient que Gandhi avait peut-être accepté un compromis et qu'il s'était écarté de sa route. Mais Gandhi répondait que ce mouvement n'était pas inutile, car il avait permis d'instruire le peuple. On ne peut pas tout avoir tout de suite. On fait des compromis. On réunit ses forces. On s'entraîne et ensuite on fait un pas en avant.
Un an après la marche du sel, l'Inde demeure toujours sous la férule britannique. Mais Gandhi a mis fin à la pertinence de la présence britannique en Inde. En exposant l'injustice et en faisant cesser la soumission des Indiens à l'autorité étrangère, il a révélé aux gens leur potentiel et a mis l'Inde sur la route de l'indépendance. La Grande-Bretagne proclame l'indépendance de l'Inde 16 ans plus tard, en 1947. La même année, Gandhi meurt sous les balles d'un assassin. Au-delà de ses succès en Inde, sa vision et sa campagne de non-violence demeurent un exemple pour les générations futures. Un jour, il a dit « Ma technique de lutte non violente est comparable à l'électricité au temps d'Edison. Elle doit être perfectionnée et développée. » « 60 ans après la lutte menée par Gandhi en Afrique du Sud, son idéologie fait de nouveaux adeptes dans le sud des États-Unis. Les étudiants de l'université Fisk, une institution fréquentée principalement par des Noirs, ne sont pas gênés par la ségrégation sur le campus. Mais quand ils viennent en ville, ils sont choqués par la politique en vigueur dans le sud. J'ai grandi dans la partie sud de Chicago. Bien que j'y ai vécu une forme de discrimination, on ne trouvait pas de pancartes racistes sur les fontaines ni dans les toilettes. C'était humiliant. Nashville était une ville totalement raciste, autant que Johannesburg a pu l'être au pire moment de l'apartheid. C'était une ville divisée entre noirs et blancs. Il n'y avait pratiquement aucun contact entre la communauté blanche et la communauté noire. Dans les écoles, dans le voisinage, au travail, à l'église, la ségrégation était présente partout dans cette cité, où la plupart des habitants semblaient satisfaits et heureux de cette situation. À l'est de Nashville, les étudiants de l'American Baptist College savent que la ségrégation est en but à des provocations. Certains luttent contre ceux qui appliquent cette violente répression qui va jusqu'au lynchage. Ils veulent se joindre au mouvement. À l'école, on étudie la déclaration d'indépendance, la déclaration des droits de la personne et la Constitution. Mais dans la vraie vie, c'est toute une autre histoire. James Lawson, un pasteur méthodiste de l'Ohio, donne bientôt aux étudiants de Nashville l'occasion de s'impliquer. Le sage Lawson est âgé de 30 ans et a enseigné en Inde pendant 3 ans. C'est là qu'il a étudié la pensée de Mohandas Gandhi. Dans une petite église près du campus de Fisk, Lawson a créé une série de cours du soir sur l'action pacifique. Le comportement de Jim Lawson est détendu. Son objectif est stupéfiant, éliminer la ségrégation. Ces conférences attirent les étudiants les plus brillants de Nashville. A good friend of mine in Alabama here last April was taken out by the KKK and beaten on a tree, tied to a tree, beaten by chains and whatnot. Je pensais que la non-violence ne marcherait pas, mais j'ai suivi les cours pour une raison. Les participants étaient les seuls à s'impliquer dans la ville. C'était le seul groupe que je connaissais qui était prêt à tout pour lutter contre la discrimination. Jim Lawson avait été encouragé à venir dans le Sud par Martin Luther King, qui prétendait que la campagne pour les droits civiques avait besoin de dirigeants qui comprennent les stratégies non violentes.
Nous avons amené tout le groupe à faire une recherche générique sur la non-violence, son histoire, ses racines dans la Bible et dans la croyance chrétienne, les méthodes qu'elle préconise. Nous avons raconté des histoires de non-violence et j'ai souligné que l'idéologie de Gandhi se résume à s'engager dans une nouvelle expérience. It may have much more meaning to the attacker if, as he strikes you on the cheek, you're looking him in the eyes. Malheureusement pour bien des gens, le concept de non-violence se résume à « si vous recevez une gifle sur une joue, tendez l'autre joue ». Mais la non-violence signifie résister. Mais on résiste pour d'autres raisons et avec d'autres armes. Premièrement, le but de ce combat est de convaincre l'adversaire. Et ça, c'est toute une bataille. C'est une épreuve nettement plus difficile que celle où on échange des coups de poing. Okay, Peggy? If I were being beaten, what is it that I would be able to do? Nous avions dit que nous allions abolir la discrimination dans le centre de Nashville et que notre premier geste serait de supprimer le racisme dans les restaurants. Cette première étape était similaire au premier pas de Gandhi vers le pacifisme. Faire des recherches, observer et se concentrer sur un point précis, déterminer un objectif et choisir une solution. Durant les mois qui précèdent leur visite dans les restaurants, Lawson commence à préparer ses étudiants. Lawson souhaite que ses étudiants fassent l'expérience d'attaques physiques et verbales et qu'ils apprennent à résister à leurs pulsions de fuite ou de riposte. Now let's see what we've learned from this to us as to how we might act non-violently. What are the basic problems here so far? On ne peut pas faire une manifestation avec 25 personnes qui font ce qu'elles veulent. Elles doivent observer une certaine discipline. C'est un mot-clé pour moi. L'essentiel avec les non-violents et les efforts qu'ils doivent faire réside dans la conception du développement d'une discipline tenace. Il faut s'entraîner, établir des stratégies, recruter et faire tout ce qu'il faut pour constituer un véritable mouvement. Et cela ne peut pas arriver spontanément. Tout doit être fait systématiquement. Afin d'être sûr d'être remarqués, ils mettent en scène leur premier acte de protestation un samedi. Nous avons passé plusieurs heures à prévoir toutes les formes d'opposition. Nous savions que l'une des choses qu'ils allaient dire serait « Quand nous mangeons, nous ne voulons pas être assis à côté de gens sales ». L'un des moyens que nous avons choisis pour contrer cet argument a été de respecter un certain code vestimentaire. Nous avions entendu dire qu'il était possible que nous soyons arrêtés, mais nous sommes allés au comptoir. Nous avons pris nos places. Nous nous sommes assis de façon très ordonnée et très pacifique. Personne n'est surpris qu'on refuse de les servir. Les gérants ferment rapidement les aires de repas, mais les étudiants restent jusqu'à la fermeture, lisant et faisant leurs travaux. Il n'y a aucune violence et personne n'est arrêté. Les sit-ins font la page 10 du journal du dimanche. Le rédacteur en chef, John Siegenthaler, se souvient des réactions. Au début, les réactions ont été soit la surprise, soit l'ironie. Pour qui se prennent-ils? Que pensent-ils faire? Nous savions que c'était une nouvelle, mais nous ne savions pas trop comment la couvrir. Certains commerces prennent une position prévisible, plutôt fermée que de servir une clientèle noire. Une semaine plus tard, les étudiants reviennent. Ils provoquent la curiosité et les injures, mais aucun d'entre eux n'est arrêté. Les Blancs pensent encore que les sit-ins sont une mode passagère, sûrement pas une menace pour le statu quo.
Le troisième samedi, ils sont prêts à occuper 6 commerces. Let each person now get himself or herself a partner that they will stick with. Now, we don't want a white person with a Negro of the opposite sex, because we don't want to fight that battle. Nous avons été prévenus que ce jour-là, il permettrait aux voyous de nous attaquer et qu'ensuite les policiers nous arrêteraient. Donc nous devions nous préparer à être battus et appréhendés. C'est dans cet état d'esprit que nous nous sommes engagés. Ils sont maintenant prêts à toute éventualité. Chaque groupe comprend un responsable et des observateurs qui doivent faire un compte-rendu téléphonique à l'église. Ceux-ci détiennent les numéros des services d'ambulance et ont les poches pleines de monnaie pour téléphoner. Au moment où ils pénètrent dans les restaurants, 2 autres groupes de manifestants se tiennent hors de portée et sont prêts à prendre la relève dès l'arrestation du premier. Comme prévu, la police n'intervient pas pendant les 15 premières minutes. Went and asked each and every one of them separately to leave. They didn't leave, so I instructed the men to place them under arrest. We placed them under arrest. When we cleared the stools, some more colored boys and girls and white boys and girls got on the seats. Les policiers ont été vraiment surpris. Ils ont cru qu'ils avaient maîtrisé la situation. Mais quand ils se sont retournés et qu'ils ont vu que le comptoir était de nouveau occupé par des étudiants noirs, ils se sont lancés des coups d'œil en ayant l'air de se dire « T'as vu ça? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et il y avait encore un autre groupe prêt à prendre les places. Jail. I'm joking. Man, what my mother's gonna say when she hear about that? Nous avions une philosophie, le pouvoir de la non-violence, une sorte d'autorité que nous sentions plus forte que toute leur police, tous leurs législateurs, tous leurs chiens, leurs matraques et toutes leurs prisons. Le fait d'être prêt à subir les conséquences de nos actes surpassait n'importe lequel de leurs pouvoirs. Les arrestations massives sont une victoire pour les étudiants. Les journalistes se rendent compte qu'ils couvrent une histoire d'importance nationale. C'était comme être correspondant de guerre dans sa ville natale. La seule chose qu'on savait, c'était que le combat était engagé, que l'arme de la non-violence prenait le dessus sur la violence, et que c'était un moment historique, peu importe ce qui allait en découler. Je pense qu'il y avait là un pan de l'histoire que nous vivions tous. Le lundi matin, au quartier général de la police, les étudiants sont toujours derrière les barreaux. Ils ont refusé de payer la caution. Il a suffi de 48 heures pour que le petit mouvement étudiant en inspire des milliers. Maintenant, la communauté noire de la ville s'est jointe à leur lutte. Elle a organisé des levées de fonds et a embauché des avocats. Alexander Luby fait partie des avocats noirs les plus en vue de Nashville. Il a recruté des confrères pour assurer la défense des étudiants arrêtés. Les gens n'arrivaient pas à croire que ces jeunes universitaires innocents et distingués avaient été arrêtés et mis en prison. Ils n'ont pas apprécié. Et la ville, enfin la population américaine noire, a été mobilisée de telle façon que le mouvement s'est répandu dans Nashville comme une traînée de poudre. Pendant que la foule attend de connaître la position de la municipalité, le maire s'adresse aux journalistes. Anyone violating the law will be arrested. This must be so. En insistant sur l'ordre public, le maire prend parti pour les propriétaires de commerce.
En fait, les étudiants arrêtés n'ont violé aucune loi et aucun des assaillants blancs n'a été appréhendé. La ville et la police n'étaient pas préparés à faire face à une résistance passive en bloc. Ils avaient prévu que, confrontés à la violence et aux arrestations, notre mouvement se dissiperait et serait anéanti. Car après tout, c'est la violence qui engendre les arrestations. Ils avaient espéré que quand l'une disparaîtrait, les autres cesseraient. Ça ne s'est pas passé ainsi. Une semaine plus tard, rien n'a changé. Au fur et à mesure que les étudiants retournent s'asseoir au comptoir des restaurants, la ville répond toujours par davantage d'arrestations. Sous le regard du pays tout entier, de nouvelles recrues rejoignent le mouvement en masse. Les conférences de Jim Lawson se multiplient pour satisfaire la demande. Les églises de la ville fournissent les lieux de réunion, les téléphones et les polycopieuses. Il faut maintenant passer le mot bien au-delà de Nashville. Nous ne nous adressions plus seulement à nos adversaires immédiats. Nous voulions atteindre un plus grand auditoire, le pays, le monde entier. Car la stratégie de la non-violence consiste à instruire un grand nombre de sympathisants et à les gagner à la cause. En fait, même si les Noirs américains étaient en minorité, aucun changement ne pouvait avoir lieu sans l'aval de la majorité, ou mieux encore, son implication. Les étudiants savent que la sympathie ne suffit pas. Profitant du scandale provoqué par les arrestations, ils élargissent le conflit. Les sit-ins se poursuivent, mais les étudiants ajoutent une nouvelle tactique, le boycott du secteur commercial du centre-ville. Les manifestants demandent aux clients d'abandonner les commerces qui n'acceptent pas les Noirs à leur comptoir. Les étudiants déclenchent une confrontation. Ils sont maintenant soutenus par une plus large communauté, tel le clergé noir, qui demande à ses fidèles d'éviter de fréquenter tout le centre-ville. Cela a permis à toute la communauté de participer au mouvement. Parce que l'une des choses que nous, dans le monde de la non-violence, enseignons toujours, c'est que chacun peut prendre part à un mouvement pacifique. Les enfants peuvent y participer, les femmes et les hommes peuvent y participer, les jeunes comme les vieux, chacun peut y contribuer. À mesure que le boycott s'installe, les sit-ins et les arrestations continuent. Le conflit devient une réalité quotidienne dans le quartier commerçant. Les manifestations et le boycott provoquent une réponse raciste, ce qui génère une réaction inattendue. Les Blancs, effrayés, commencent à éviter le centre-ville et, sans le vouloir, participent ainsi au boycott. Un économiste de l'université Fisk estime que certains magasins du centre-ville ont perdu jusqu'à 40% de leur chiffre d'affaires. Malgré l'approche des fêtes de Pâques, les ventes stagnent. Parmi les Noirs, on estime que le boycott est suivi à 98%. C'était un puissant message adressé à la communauté blanche. Vous savez, c'est une chose de traiter avec ces étudiants noirs tous les samedis, de les faire enfermer, de les faire condamner à des amendes de $50, ou ce genre de choses. Mais cela en est une autre d'aller en ville et de constater qu'il n'y a personne dans les rues. Le dimanche de Pâques, les comptoirs sont toujours interdits aux Noirs, mais les sit-ins ont permis à la nation tout entière de prendre conscience du problème des droits civiques. For the past several months, a new strategy to end racial segregation has been spreading through the South. Le dimanche de Pâques, une émission sur la chaîne NBC fait le point sur la résistance non violente. Le journaliste affirme que les boycotts sont peut-être plus efficaces que les sit-ins et les arrestations. Dr. King, wouldn't you be on stronger grounds, though, if you refused to buy at those stores
and if you called upon the white people of the country to follow you because of both your moral and your legal right not to buy? I think, Mr. Spivak, sometimes it is necessary to dramatize an issue because many people are not aware of what's happening. And I think the sit-ins serve to dramatize the indignities and the injustices and the dissatisfaction of the Negro with the whole system of segregation. Nous avions projeté une réunion à 6 heures du matin. J'étais dans le dortoir en train de m'habiller quand j'ai entendu un gros boom. J'ai appris qu'une bombe avait explosé dans la maison du procureur Luby. C'était évidemment un coup porté par l'ennemi pour nous faire peur. La violence a une dynamique très simple. Je vous fais souffrir plus que je ne souffre. Je vous fais souffrir jusqu'à ce que vous renonciez et vous abdiquez. C'est exactement ce qu'est la guerre, de la violence. La différence avec la non-violence, c'est que nous ne voulons pas agresser l'adversaire. Nous pensons que ça n'apporte rien. Luby et sa femme sont indemnes, mais comme Lawson l'a appris à ses étudiants, la violence peut engendrer d'énormes ennuis. L'explosion bouleverse la ville et offre une occasion stratégique aux étudiants. Ils envoient un télégramme au maire, exigeant une réunion, et ils organisent une marche silencieuse du campus à l'hôtel de ville. La manifestation démarre avec 1500 personnes. En chemin, leur nombre double. Le maire Ben West les attend. West débat avec un pasteur noir. Diane Nash les interrompt avec quelques questions très directes. I asked the mayor, first of all, Mayor West, do you feel that it's wrong to discriminate against a person solely on the basis of his race or color? I tried as best I could to answer it, frankly and honestly, that I could not agree that it was morally right for someone to sell them merchandise and refuse them service. And I had to answer it just exactly that way. Nash continue à demander au maire s'il croit que les comptoirs de restaurants doivent être accessibles à tous. Il répond « oui ». C'était le premier grand changement d'attitude de la municipalité. À partir de ce jour, Nashville a commencé à bannir la ségrégation dans ses institutions publiques et dans ses grands magasins. Il a fallu 3 ou 4 ans pour que les théâtres, les restaurants et les transports publics emboîtent le pas. Mais avec la déclaration de Ben West, non, ce n'est pas juste, le processus de changement a démarré. Les commerçants du centre-ville confient aux étudiants qu'ils souhaitent abolir discrètement la discrimination. Les étudiants leur présentent un plan d'action. Nous leur avons proposé à leur grand soulagement qu'il n'y ait aucune annonce à propos de l'arrêt des manifestations, aucune information sur le fait que des Noirs avaient été servis, aucun communiqué, aucune déclaration à la presse, aucun service de police. Le mouvement qui a pris naissance en septembre dans le sous-sol d'une petite église a réussi à éliminer la ségrégation dans les restaurants au printemps. Les actions se poursuivent dans les restaurants et autres endroits publics, enseignant au monde des affaires que sans l'appui de la clientèle noire, la discrimination peut s'avérer coûteuse financièrement et dangereuse pour la réputation des commerçants. C'est une arme qui se révélera décisive au sein du mouvement pour l'obtention des droits civiques qui gagne du terrain.
nous nous sommes rendus compte que nous avions les ressources spirituelles aussi bien que les capacités psychologiques pour arriver à provoquer des changements. Nous avons compris comment organiser la communauté. Nous avons compris comment conduire une manifestation, comment entreprendre des pourparlers, et nous avons compris comment traiter avec les médias. En ce sens, nous étions des guerriers. Nous avions été préparés. Ça ressemblait à une école militaire d'élite, mais pour de l'entraînement à la non-violence. Jusqu'à la fin de la décennie, ils transmettront ce qu'ils ont appris, plus au sud et dans tout le pays. Un des étudiants de Nashville en tire une leçon. Il écrit « On ne peut pas attendre que d'autres agissent. On ne peut rien attendre du gouvernement. On doit faire en sorte que tout cela se produise grâce à nos propres efforts, à nos actions et à notre idéal. » Chaque fin de semaine, ils enterrent leurs morts. Au cours de la dernière année, les nouvelles faisant état de jeunes hommes noirs tués par la police sont devenues aussi banales que les bulletins météorologiques. C'est ce qu'on a appelé un soulèvement. Des millions de Sud-Africains noirs ont renforcé leur lutte pour l'égalité, pour la fin de la ségrégation légale, de l'apartheid. Les forces de sécurité sont devenues agressives dans les townships. Une cible provocante pour les jeunes gens en colère. Même des témoins innocents sont entraînés dans le cycle mortel de la violence naissante et tous les accidents se produisent du même côté. Apeurés par le carnage, une nouvelle génération de dirigeants des townships s'organise, cherchant des façons plus efficaces de riposter. À Port Elizabeth, Mkuseli Jack, âgé de 27 ans, a su rassembler les jeunes depuis son adolescence. Tout ce qui se passait dans les townships provoquait une grande frustration. Il y avait de graves confrontations entre les jeunes gens qui se battaient à main nue et la police. Les policiers tiraient sur eux sans pitié. Ensuite, nous nous sommes dit, prenons les policiers pour ce qu'ils sont, sortons ces batailles des townships et transportons-les là où il se doit. Quelques kilomètres plus loin, la plupart des Blancs de Port Elizabeth ignorent ces querelles. Les journaux qui appartiennent aux Blancs et la télévision d'État ne font aucune mention des troubles dans les townships. Mais une poignée de Blancs a rejoint le mouvement anti-apartheid. L'une d'entre eux est Janet Cherry, une jeune assistante sociale qui a été depuis ses études universitaires membre du groupe illicite le Congrès national africain, ou l'ANC. L'idée était la suivante. Nous devions transférer la lutte dans les secteurs blancs. Pas pour des motifs racistes, mais pour faire comprendre que l'État n'était pas vulnérable tant qu'on n'agissait qu'à l'intérieur des townships. Le mouvement civique noir a grandi. En 1983, le Front démocratique uni, ou l'UDF, a été créé pour chapeauter au niveau national plus de 600 organismes locaux, des comités de rue, des groupes religieux, des équipes sportives et des clubs de femmes. Comme cette organisation s'est étendue de plus en plus, il est devenu extrêmement difficile aux forces de sécurité d'écraser ces gens parce qu'à présent, il existait de grands noyaux de résistance dans la communauté. Et puis lentement,
chacun a commencé à s'inscrire dans la lutte pour la justice. Et graduellement, chacun y a pris une place. En mai 1985, un groupe de mères de famille contacte les dirigeants de l'organisation civique noire de Port Elizabeth pour leur suggérer de boycotter les commerces des Blancs. Ce boycott des consommateurs est l'occasion d'atteindre l'objectif de Mkuseli Jack, faire pression sur la communauté blanche pour la première fois. Les responsables du boycott n'ont que quelques semaines pour se préparer. 500 000 personnes doivent être convaincues de faire leurs courses à l'intérieur du township. Il fallait convaincre les hommes d'affaires noirs de rapatrier le commerce dans les townships et de faire bonne provision des denrées essentielles dont on aurait besoin durant cette longue lutte à laquelle nous allions faire face. Les obsèques hebdomadaires, seules réunions publiques autorisées par le gouvernement, sont l'unique occasion d'aller chercher des appuis pour le boycott. Nous voulons un gouvernement qui repose sur la volonté et les souhaits du peuple. 2 jours avant le début du boycott, Mkuseli Jack multiplie les prises de parole. Le matin ressemble à tous les autres matins. Mais à 10 heures, il est évident que ce n'est pas un matin comme les autres. Le quartier nord, normalement envahi par les clients noirs, est désert. Les observateurs envoyés pour contrôler le boycott annoncent que tout fonctionne parfaitement. Le boycott est l'ultime tactique utilisée au terme d'un soulèvement qui dure depuis 10 mois. En 5 jours seulement, il s'avère être l'arme la plus efficace et il s'étend ailleurs. Une véritable menace pour l'apartheid. This state of affairs can no longer be tolerated. The government has, in terms of the Public Security Act, Act 3 of 1953, decided to proclaim a state of emergency in the following magisterial districts: Port Elizabeth, Albany, Uitenhage, Cradock, Kirkwood, Somerset East, Adelaide, Fort Beaufort, Bedford, Alexandria. L'armée sud-africaine occupe les townships. Les déplacements sont limités. Des couvre-feux sont imposés la nuit comme le jour. Des centaines de personnes sont arrêtées. Des adolescents sont victimes de brutalité, mais le châtiment n'arrête pas le boycott. Les forces de l'ordre ne réussissent pas à arrêter les dirigeants. La plupart d'entre eux sont inconnus à l'extérieur de leur communauté, dispersés à travers des douzaines de comités. En déclarant l'état d'urgence, ils se sont affolés parce que nous devenions efficaces. Ils nous voyaient venir. Ainsi, pour nous, l'état d'urgence a démontré que des mesures extraordinaires devaient être prises pour préserver l'apartheid. C'est alors que nous avons su que nous avions réussi à provoquer une crise. Et nous étions là pour donner l'élan. Au cours des 3 premières semaines, les magasins ont commencé à fermer. Imaginez, c'était la fête de la liberté. Quand nous entendions dire qu'un magasin avait fermé, nous étions très contents. Et ensuite un autre. Continuez, merci.
Mkuseli Jack se cache pour éviter d'être arrêté. Se déplaçant de maison en maison, il s'entretient avec le comité du boycott afin de tirer le meilleur parti de leur succès. Ils ajoutent de nouvelles conditions à leurs revendications qui doivent être acceptées avant de lever le boycott. Nous avions des demandes concrètes, et si nous les examinons aujourd'hui, nous constatons qu'il s'agissait de choses très simples pour l'époque, comme de permettre aux deux races d'utiliser les mêmes installations publiques et d'ouvrir les townships. Faire en sorte que tout ça soit possible, cesser la discrimination dans les lieux de travail et ainsi de suite. Et à plus long terme, nous demandions la remise en liberté de Mandela. On nous disait « Oh mon Dieu, ça c'est quelque chose, mon petit, parce que les autres vont tenter de nous dissuader. » Non, oubliez ça, c'est impossible. Nous avons attendu jusqu'à ce que la douleur pénètre les os. Autrement, pourquoi lutter? Nous avons pris notre temps. Parce que nous n'avions rien à perdre, mais eux, ils perdaient beaucoup d'argent. Finalement, la Chambre de commerce a dit que nous devions discuter. Après la réunion avec Jack et les dirigeants du boycott, le directeur de la Chambre de commerce s'entretient avec les journalistes. Chez les jeunes, Jack est un leader connu depuis plusieurs années. Maintenant, en tant que porte-parole du boycott, il représente une menace sérieuse pour le régime. C'était un fauteur de troubles. Un activiste dans le vrai sens du terme, oui. Le colonel Lawrence Duplessis était chef des services secrets militaires pour la province du Cap-Oriental. Ils ne commettent pas vraiment de délit, comme vous l'avez dit plus tôt. S'ils ne veulent pas acheter, ce n'est pas un crime. S'ils ne veulent pas acheter chez les autres, c'est une action de masse. Et que faut-il faire? On ne peut pas tuer tous ces gens. On ne peut pas tous les enfermer. C'est très efficace. Gandhi a commencé ça, la résistance passive. Quand les forces de sécurité se rendent compte que le boycott tient le coup, le gouvernement décide de prendre des mesures. La nuit du 2 août, Mkuseli Jack et les dirigeants du boycott sont arrêtés et emmenés à la prison de Saint-Alban. Quand le gouvernement a décidé de jeter tout le monde en prison, il faut se rappeler qu'il y a eu environ 30 000 personnes incarcérées pendant l'état d'urgence de 1985. Le fait que les dirigeants soient hors d'état de nuire, cela provoque un sentiment de désespoir, des conditions qui peuvent provoquer du grabuge. Et c'est à ça que le gouvernement a poussé l'Afrique du Sud. Les déchaînements spontanés des jeunes gens mécontents mettent maintenant le mouvement en danger. Parmi les quelques volontaires suffisamment courageux pour sonner l'alarme, figure un ecclésiastique sud-africain, l'évêque Desmond Tutu. Why must we discredit our cause by using methods which, if they were used against us, we would oppose? And you and I must be those who will walk with heads held high. We will say we used methods. We used methods which can stand the scrutiny, the harsh scrutiny of history. En gardant Mkuseli Jack et ses camarades derrière les barreaux, le régime empêche les négociations qui pourraient mettre fin au boycott qui paralyse le pays. En septembre, les commerçants de Port-Elizabeth sont désespérés. Jack a soudain de puissants alliés blancs. L'homme d'affaires respecté qui se rapproche désormais de gens qu'on qualifie normalement de voyous
Cet homme d'affaires affirme maintenant que les dirigeants du mouvement ont des griefs légitimes. S'ils ont commis un crime, menez-les devant une cour de justice et qu'elle les déclare coupables ou innocents. Mais ne vous contentez pas de les enfermer. Le 4e mois du boycott commence. Des milliers de Noirs vont encore travailler dans des magasins blancs, mais ils n'achètent rien. Les hommes d'affaires blancs ont négocié un accord. Le boycott sera suspendu s'ils peuvent obtenir la libération des dirigeants noirs. Nous n'avions pas l'intention de contrarier ces Blancs. Notre idée était seulement de faire valoir notre point de vue. Et en arrêtant le boycott, on faisait d'une pierre deux coups. La pression exercée sur notre mouvement pour que nous fassions les achats de Noël allait créer des scissions dans nos propres rangs. Nous frappions donc deux oiseaux avec une seule pierre. Nous sauvions ces gens et nous conservions notre unité pour le combat suivant. Les gens reviennent pour la saison des achats de Noël au moment même où les hommes d'affaires entament des négociations sérieuses avec le comité du boycott. Nkuseli Jack et ses collègues ont imposé une limite. Si leurs revendications ne sont pas acceptées avant le 31 mars, le boycott sera repris. Leurs succès à court terme ont rendu confiance aux Noirs de Port-Elizabeth. Leurs dirigeants ont été libérés et les troupes ont été rappelées. Mais comme l'échéance approche et que les principales négociations n'avancent pas, ils préparent un nouveau boycott. Inopinément, le 11 mars, le gouvernement décrète un interdit à l'endroit de 2 dirigeants civils, l'un d'entre eux Nkuseli Jack. L'interdit est une forme d'arrêt pris par la Chambre pour interrompre les négociations. À ce stade, la communauté internationale faisait des pressions en affirmant qu'il ne s'agissait plus d'apartheid, de petit apartheid, mais de fascisme. Pratiquement tous les journaux avaient été interdits. Beaucoup de gens souffraient d'interdits. Et si vous vous souvenez de cette époque, plusieurs grandes sociétés se sont exilées. Vous savez, c'était très embarrassant. Aux États-Unis et en Europe, on débat de sanctions économiques contre l'Afrique du Sud. La plupart des gouvernements résistent, prétendant que les mesures punitives imposées à l'État nuiraient davantage aux gens ordinaires qu'au gouvernement. Toutefois, comme les Noirs sud-africains exhortent les États occidentaux à imposer des sanctions, l'exode commence, mené par AT&T, IBM, General Electric, Ford, General Motors et Coca-Cola. Le 22 mars, la Cour suprême lève l'interdit à l'endroit de Nkuseli Jack, précisant que le gouvernement a donné des raisons insuffisantes. La victoire stimule le mouvement 9 jours seulement avant le début du nouveau boycott. Jack déchire son assignation et profite des réjouissances pour cimenter la solidarité dont le mouvement aura besoin dans les semaines à venir. Our buying power is going to be the thing that is going to decide the future, that is going to decide our destiny in this country. It is clear, the 1st of April, we know we will not buy even a bubble gum down. Le boycott est en vigueur et se poursuit pendant 9 semaines, puis le choc. Les forces de sécurité parcourent les townships et arrêtent des milliers de personnes. Le gouvernement a secrètement décrété l'état d'urgence.
Pendant des heures, la police effectue des descentes dans les bureaux des droits civiques, les syndicats, l'UDF, le Conseil sud-africain de l'Église, mène des arrestations et confisque des documents. Les gens qui protestent paisiblement devant le Parlement sont dispersés ou arrêtés. 16 heures après le début de la répression, le président Botha s'adresse au Parlement. Il mentionne que les services de renseignement lui ont révélé la menace imminente d'une révolution armée menée par l'ANC et le Parti communiste. These revolutionaries are controlled by a power clique which is typical of Marxist regimes and which is interested only in a violent takeover of power. It is not possible for the reasonable majority to continue the search for a peaceful and democratic solution. C'est le deuxième état d'urgence en moins d'un an. Cette mesure sera renouvelée chaque année pendant 3 ans. Preuve que la répression est devenue la principale vocation de l'État. Les forces anti-apartheid entrent dans la clandestinité, mais ne sont pas anéanties. Elles n'ont pas renversé le gouvernement, toutefois, l'action de masse non violente a brisé sa légitimité. Le régime de l'apartheid n'est plus viable. Le pouvoir est passé aux townships et à leurs organisations sociales. La fin de l'apartheid n'est plus qu'une question de temps. Désormais, il n'y avait plus de position de principe contre l'utilisation de la violence. En fait, il a été largement reconnu que l'ANC était perçu comme menant une lutte armée. Mais c'est en réalité les activités de l'UDF, une énorme organisation, qui ont provoqué des changements en Afrique du Sud. C'est elle qui a exercé beaucoup de pression sur l'État pour qu'enfin quelque chose change. C'est à cause d'elle que l'État s'est retrouvé dans une impasse. Les yeux du monde sont actuellement rivés sur tous les Sud-Africains. À la fin de 1989, F.W. de Klerk devient président après que P.W. Botha ait été forcé de démissionner. De Klerk agit rapidement, lève l'interdit sur les organisations politiques et ordonne la libération de Nelson Mandela, emprisonné depuis 27 ans. En refusant de renoncer à la lutte armée, Mandela a prolongé son emprisonnement d'année en année. Pendant tout ce temps, la passivité qui avait fait le lit de l'apartheid avait été mise de côté à cause de la confiance de la société civile. En ce qui me concerne, la lutte armée n'a rien donné. Les gens l'ont provoqué et ont amené les pressions de l'étranger. C'est ce qui a vraiment, à la fin, été concluant. Et tout le monde a compris que nous ne pouvions pas continuer. C'est pourquoi de Klerk a dû agir comme il a fait. En 1993, Nelson Mandela et F.W. de Klerk partagent le prix Nobel de la paix pour avoir négocié une constitution qui garantit des droits égaux pour tous les Sud-Africains. Ils se feront bientôt face lors des premières élections démocratiques d'Afrique du Sud. Asking for peace in the rest of the country. Lord of Lords, we kneel before you, Father, appealing, asking for peace in the rest of the country. Ils n'ont jamais voté de leur vie, ni leurs parents, ni leurs grands-parents. Reveal yourself, reveal yourself. Reveal yourself, reveal yourself. Reveal
La lutte contre l'apartheid, contre le racisme en Afrique du Sud, a été fondamentalement non violente. Nous avons été inspirés par ce qui est arrivé en Inde, en Pologne, par la campagne pour les droits civiques aux États-Unis et ce qui s'est produit aux Philippines. Je suppose que les gens qui voient ça diraient que les armes sont ce qu'un dictateur ou un tyran doit craindre le plus. Mais non, en fait, c'est quand les gens décident qu'ils veulent être libres. Quand ils se mettent ça en tête, rien ne les arrête. Major funding for this series was provided by Susan and Perry Lerner. Additional funding was provided by the Albert Einstein Institution, advancing the study of strategic nonviolent action in conflicts throughout the world. Elizabeth and John H. Van Merkenstein III, Abby and Alan Levy, and the Arthur Vining Davis Foundations.